On va s'arrêter pour aller rendre une petite visite à notre autre voisin qui s'appelle Jackson Mbozo et qui nous ramène un invité et non des moindres. C'est le professeur Charles Binam Bikoy. Vous avez compris, nous sommes sur un jour, un événement. Un jour, un événement avec vous, Jackson Mbozo, bonjour. Bonjour, c'est pas un problème si je deviens Charles, un de ces cartes. Tu sais quand même que Charles c'est quand même le nom d'un prince, un prince en Angleterre. Donc si sûr, le prince Charles. ça peut être une prémonition, je ne refuserai pas ça. Appeler Nomdi Junior ou alors Big Jack. Voilà. Ah d'accord, ça c'est comme ça que moi je l'appelle, oui, Nomdi Junior. Nomdi Junior, d'accord, voilà. je vais m'y atteler, pas de soucis. Alors, je reçois le professeur Charles Binam Bikoy, qui est le secrétaire exécutif du CERDOTOLA. C'est pour dire simplement que, déjà, quand on parle du CERDOTOLA, on parle du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Professeur, bonjour. Bonjour. Je devrais vous coller de son excellence, en principe. C'est sans aucun intérêt sur ce plateau. Oui, mais il faut quand même le préciser parce que... mais évidemment, le CERDOTOLA est une organisation internationale et comme telle, la personne qui a la responsabilité de le conduire a droit à tous les égards puisqu'il est hébergé au Cameroun sur la base d'un accord de siège. Donc, vous vous adressez à un représentant des États qui sont fondateurs de l'organisation, qui est une organisation intergouvernementale, interétatique, panafricaine. Voilà, il faut rappeler justement que cette organisation interétatique regroupe pas mal d'États de l'Afrique centrale. Elle est fondée à la diligence des États d'Afrique centrale, mais sur la base d'une double recommandation. Au milieu des années 70, d'abord une recommandation de la conférence générale de l'UNESCO, qui avait lancé une décennie spécifique sur le développement des langues et des traditions africaines. Vous savez, au milieu des années 70, au début des années 70, on s'aperçoit que l'Afrique est globalement, mettons en guillemets, indépendante ou en voie de reconquérir son indépendance officielle depuis le début des années 60. Le 1er janvier 60, vous le savez, le Cameroun accède à l'indépendance. Mais qu'observe-t-on dans les organisations auxquelles adhère l'Afrique, singulièrement l'UNESCO, puisqu'il s'agit de celle-là? On s'aperçoit que l'Afrique elle est présente, mais généralement, c'est d'autres qui parlent en son nom. Et Amadou Hampâté-Bâ aura d'ailleurs, en tant que membre du comité et du conseil exécutif de l'UNESCO, cette terrible phrase, n'est-ce pas, que l'on n'a pas retenu beaucoup. Quand la chèvre est présente, pourquoi bêler à sa place, n'est-ce pas? Et c'est donc... c'est donc ainsi que l'idée va naître de consacrer sur l'histoire de l'Afrique, n'est-ce pas, un traitement tout à fait spécifique et qui soit autant que possible conduit par les Africains eux-mêmes. C'est le sens de c'est dans cette résolution-là et dans le sillage de cette résolution que il sera mis en place, recommandé de mettre en place un maillage de l'Afrique à travers 5 organisations, 5 institutions spécialisées qui seraient chargées de la documentation de l'Afrique, sur l'Afrique et du développement des langues africaines. Donc,
à la fois l'histoire, les connaissances liées à l'homme et le développement des langues, la promotion des langues. Alors, je voudrais qu'on vienne justement à ce qui s'est passé récemment avec le Cédotola. Je le rappelle, pas plus tard qu'avant-hier dimanche, oui, vous étiez du côté de Bipindi, dans un campement pygmée où il y a eu une soutenance inédite. Inédite en ce sens que jamais dans l'histoire du monde, en tout cas du monde intellectuel, on a entendu parler d'une soutenance de thèse de doctorat en campement pygmée. Et le Cédotola l'a fait. Pourquoi? Ben, vous êtes bien modeste et vous voulez réduire l'importance et la singularité tout à fait exceptionnelle, j'insiste, hein, de cet événement première mondiale. Il ne s'agit pas simplement de soutenance d'une thèse J'ai pygmée. dit une première mondiale. Voilà, pas d'une thèse en pays pygmée ou en terre pygmée. C'est la toute première fois dans le monde que des scientifiques se trouvent amenés à se rendre sur le terrain des opérations qui ont permis le développement d'une recherche, d'une étude scientifique de très haut niveau, en l'occurrence une thèse de doctorat, non seulement pour restituer à ceux qui ont été qui sont les dépositaires de la science qui a été l'objet d'exploitation pour donner lieu à la thèse, à l'étude, mais également pour s'assurer que ces personnes-là n'auront pas le moindre doute quant à la qualité de l'homme qui a produit et présenté le résultat de ces efforts de scientifiques sur ce terrain-là. Donc, c'est une vieille recommandation aussi des études et des institutions scientifiques que dans le secteur des sciences sociales qui sont généralement fondées sur des enquêtes de terrain, autant que possible, la recherche ramène les résultats sur le terrain et se mettent en position de rendre compte. Alors, on va dire simplement... rendre compte. Mais ici, on a été plus loin que de rendre compte, puisque nous avons composé, le Cédotola a composé un jury international, composé, vous avez vu, d'Américains, d'Européens, d'Africains, hein, et de 3 pygmées qui étaient à part entière membres du jury. Membres du jury, bon, on a appelé ça élargi à un panel de pygmées, mais c'est pour les besoins de la communication. Ils sont bel et bien membres du jury et en tant que tels, ils avaient la totale autorité et la souveraineté de leur parole, n'est-ce pas, pour dire s'ils sont d'accord. Et vous vous rappelez bien que le président du jury leur a posé la question de confiance à la fin de la soutenance, pour savoir s'ils adhéraient à cette démarche et si l'impétrant n'avait pas faussé les données ou la présentation de ce qui lui avait été confié comme part d'héritage et de patrimoine intellectuel sur les questions abordées, à savoir notamment la gestion des écosystèmes forestiers par les pygmées eux-mêmes. Alors on va dire simplement que le Cédotola, par cette démarche, entend, n'est-ce pas, du moins se redonner à la sagesse de la lointaine Nubie, hein, c'est-à-dire du moins toute son humilité, et là ramener, n'est-ce pas, au niveau de la civilisation dite moderne, mais qui, il faut bien le dire, elle est bien là du haut de sa pédanterie. Vous êtes trop savant, vous. Je voudrais ramener les choses à leur juste mesure pour dire ceci, qui est une vérité éternelle. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura de la science. Tant qu'il y a eu des hommes, il y a eu de la culture. Parce que la culture, voilà ce qui détermine et définit l'humanité en l'homme. Et lorsque, par des attitudes magiques, des gens ont voulu faire croire qu'il y avait des hommes au-dessus d'autres hommes, et qu'il pouvait y avoir des hommes à mettre à la marge de l'histoire, je dis bien à la marge de la page dite page principale, hein, qui écrit l'histoire et où s'écrit l'histoire, il y a eu forcément une violence faite à l'humanité entière, par la négation de l'humanité en l'homme ou en une catégorie d'hommes. Voilà à quoi œuvre le Cédotola aujourd'hui, s'agissant de l'Afrique, qui plus que tout autre continent a payé le prix fort
Est-ce que vous pensez, professeur, qu'aujourd'hui, l'Afrique des Antiquités, comme vous l'a signifié encore récemment, l'Afrique des Antiquités est prête à être assimilée, acceptée par le monde moderne, dit moderne aujourd'hui? C'est vrai qu'on a vu, justement... Rien n'est pire que l'ignorance. Mais dites-vous bien, tout à l'heure, vous avez cité la Nubie. Et on aurait pu remonter beaucoup plus haut que la Nubie. Hein? L'Antiquité est toujours présente. Et les Antiquités portent toujours ce que vous appelez la modernité. On a beau faire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des remises en perspective de ce qui a été l'homme, de ce qui a permané dans la création de l'homme, des hommes, n'est-ce pas, que ce soit sur le plan artistique, que ce soit sur le plan intellectuel au sens large, que sur le plan technologique, on va en améliorant. Mais on ne réinventera jamais plus le feu. On ne réinventera plus jamais la maîtrise des éléments que la nature met à notre disposition et que l'homme transforme par la culture, par sa puissance de culture, en technologie, n'est-ce pas, en matériel d'accumulation, en trésor, en valeur, pour pouvoir faire face à son destin humain dans les écosystèmes ou dans les environnements auxquels il est soumis. Donc, les antiquités peuvent-elles encore servir? Mais c'est de cela que l'Afrique a besoin aujourd'hui. On a fait croire aux Africains après, disons ça comme cela, passons vite, hein, après six siècles de mise en parenthèse, qui ne sont capables de rien et qui ne sont que de simples tubes digestifs qui devraient consommer le trop-plein, n'est-ce pas, de ce que les autres ont produit. Mais nous disons que le problème de l'Afrique à l'ère où le monde se reconnecte, où on parle de connexion. Quand vous n'êtes pas connecté, génération Android, quand on n'est pas connecté, on est perdu. On est perdu. Or, nous, sans connexion, vous n'êtes rien aujourd'hui. Or, la connexion pour l'Afrique, c'est de pouvoir assumer son destin d'aujourd'hui, mais en passant par perte et profit, ces 6 siècles de domination et d'exclusion, alors que tout au long de ces 6 siècles, on a utilisé l'Afrique comme une ressource, n'est-ce pas, qui utilisait ses propres ressources, ses énergies, y compris l'énergie humaine, la ressource humaine, pour bâtir les civilisations dominantes d'aujourd'hui. Alors, justement, ces civilisations dominantes d'aujourd'hui qui vont exploiter systématiquement les forêts de ces pygmées-là. Et c'est ce que nous avons vécu. Et c'est ce que cette thèse dénonce. C'est ce que cette thèse met au grand jour de manière tout à fait scientifique, n'est-ce pas, et indiscutable. On peut, évidemment, une thèse n'est pas parfaite. Mais l'essentiel, n'est-ce pas, des éléments qui sont mis en perspective, qui sont développés, qui constituent la trame de la thèse, tendent à montrer qu'en fait, il y a une perte, il y a une agression, il y a une violence permanente, n'est-ce pas, des prédateurs internationaux sur des hommes qui ont toujours vécu dans et de leur forêt, en la protégeant, en tirant le maximum possible et en laissant suffisamment pour que d'autres, avec eux, puissent pérenniser ce qu'ils ont reçu. Alors, professeur, vous, samedi soir, vous avez tombé votre costume, votre cravate pour vous mettre à pousser votre véhicule en pleine forêt, en campement pygmée. Moi, je l'ai vu. Bon, et alors, ceci en compagnie, justement, de ces intellectuels internationaux venus de très loin. Bon, est-ce que vraiment, vous pensez que le message est passé? Mais s'il n'est pas passé, faites-le passer. Faites-le passer parce qu'on s'aperçoit bien que il y a un dysfonctionnement dans la marche des choses. Voyez-vous, nous payons le prix fort d'un grumier ou d'un certain nombre de grumiers que vous avez rencontrés sur cette route-là, puisque vous avez fait le chemin, qui n'ont de respect pour rien. Pour rien. Sauf pour les arbres qui portent. Même pas.
Même pas, mais ils se croient investis d'une puissance extraordinaire. La route leur appartient parce que c'est une route, dit-on, de forestiers. Ils ont rempli les cahiers de charges. Mais la route n'est pas entretenue. Au point que vous n'avez vécu que le samedi dans la nuit, où en compagnie d'une demi-douzaine d'ambassadeurs accrédités auprès de l'État, du gouvernement camerounais, nous avons été obligés, comme vous dites, de tomber la veste et de vivre une situation où il fallait prendre des madriers, accompagner des volontaires pour essayer de rebâtir un pont dans la boue en pleine nuit et faire passer des véhicules. Donc ces prédateurs-là n'ont de respect que pour ceux qui rentrent dans la poche de leur maître. Et les chauffeurs qui sont sur le terrain sont plus agressifs encore que leur propre maître qu'on ne voit pas et qui trônent dans les bourses des capitales occidentales, pour ne parler de celles-là. Alors, pour conclure, parce que je vais vous laisser partir, nous sommes pratiquement au terme de notre programme. Le cerf de Tola, est-ce qu'on va dire qu'il a fallu attendre l'arrivée du professeur Binan Bikoy à la tête du cerf de Tola pour que, finalement, des thèses comme celle-là soient soutenues en forêt? Ben, vous avez dit que c'est une première mondiale, tout a un début. Il fallait bien que quelques jours au singulier, n'est-ce pas? C'est-à-dire pourtant, cela rentre dans l'émission du cerf de Tola au départ. Oui, évidemment, les missions sont toujours inscrites quelque part, mais il faut des hommes pour mettre en œuvre les missions. Il faut des hommes pour développer des mandats, les mandats des institutions. Il faut quelquefois aussi des hommes forts, n'est-ce pas, pour faire des institutions fortes, n'est-ce pas? Et je crois que nous nous efforçons de donner le meilleur de nous-mêmes pour que cette institution, cette organisation, qui est aujourd'hui l'un des porte-flambeaux majeurs, n'est-ce pas, de la nouvelle pensée africaine, qui est une pensée de libération, qui veut reconnecter les luttes de libération nouvelles par le développement culturellement soutenable aux luttes de libération qui ont été menées par les pères fondateurs de politiques d'États africains, que cette institution-là prenne toute sa dimension. Et nous avons besoin de tous à ce niveau pour y croire et assurer cette crédibilité et à continuer de construire le pont de la connectivité entre nos traditions et notre modernité telle que nous la pensons, avec nos propres schémas, avec nos propres paradigmes, avec nos capacités renouvelées qui sont des capacités de jeunesse, des capacités de foi, des capacités d'engagement et de fidélité à l'Afrique. Un réalisateur fort pour naturellement mettre à jour cette émission, nous chez vous, c'est Parfait Zambo. Un chef de brigade anti-stress très fort pour chasser le stress, ce moustique, le charismatique. Une femme forte pour encadrer justement le présentateur très fort de cette émission, Francis Libéral, en tout cas Francis Aplage. Et enfin, un invité fort pour donner un sens à cette émission, vous le professeur Bikoy. Merci. Je vous remercie. Voilà. C'était donc le professeur Charles Binan Bikoy face à Jackson Mbozo. Merci beaucoup.